Salut, c'est Vincent, bienvenue dans ce module de formation sur Excel où on va apprendre l'essentiel d'Excel, c'est-à-dire c'est pas un module où on va regarder des tutos, faire des tutos comme vous avez l'habitude de voir sur YouTube ou sur des blogs. L'idée là, c'est vraiment de partager l'essentiel d'Excel, c'est-à-dire 99% des choses qui vont vous servir, notamment pour la suite de la formation mais aussi pour tout le reste de vos fichiers Excel, pour toute votre carrière, parce que vous allez avoir là un mémo complet des fonctions les plus utilisées et les plus utiles surtout dans Excel. Donc après, dans chacune des fonctions, charge à vous d'aller regarder un peu plus dans le détail si vous ne savez pas comment ça marche, via d'autres tutos ou des vidéos YouTube. L'idée là, ça va être vraiment de vous présenter l'essentiel et de partager notamment, donc, que j'oublie rien, tout ce qui est les fonctions utiles, le 20-80 pour des astuces pour gagner du temps, comment on choisit les graphiques à utiliser, puisque là c'est un module de formation qui est fait pour en introduction au tableau de bord, donc à comment créer des tableaux de bord efficaces ou qui permettent d'avoir quasiment aucune énergie à y mettre dedans pour le maintien. Donc ça j'en parle dans la présentation de la vidéo qui est dans ce lien-là. Maintenant on va démarrer tout simplement. Donc rassurez-vous, vous aurez un fichier à télécharger justement sur cette page-là pour pouvoir garder un petit peu un mémo de tout ça et vous l'imprimer et vous l'avoir sous le coude quand vous en avez besoin, parce qu'on n'en fait pas forcément tout le temps des fichiers Excel, et puis on n'a pas forcément toujours besoin de chercher une nouvelle formule qu'on ne sait plus comment ça s'appelle. Donc j'ai tout noté là, et on va voir ça de suite. Donc on va commencer par les fonctions basiques, pour mettre à l'aise tout le monde. Le plus, le moins, le diviser, le multiplier, donc ça c'est les classiques quand vous faites des formules. Maintenant on va passer aux formules classiques. Donc là, encore une fois, je pense que vous devez connaître déjà ces formules-là. Vous avez la somme, vous avez la moyenne, vous avez le minimum, donc entre une ou plusieurs valeurs ou une plage de cellules. Le maximum, c'est la même chose. Les arrondis, donc les arrondis, vous avez l'arrondi de base qui arrondit en dessous de... Par exemple, si vous avez 2,5, il va arrondir à 3. Par contre, si vous avez 2,49, il va arrondir à 2. Et après, vous avez deux options, arrondi sup et arrondi inf, ou 2,40, même 2,99 en arrondi inf, ça fera 2, et en arrondi sup, ça fera forcément 3, même si c'est 2,01. Donc ça, après, il y a un nombre de décimales à définir, mais bon, tout ça, vous regardez dans l'aide de la fonction, vous comprendrez très vite. Après, on a une fonction aussi qui est assez utilisée, qui s'appelle SUMPROD, qui est très pratique quand on a des montants et des quantités, puisque ça fait la somme des quantités fois les montants. Et au lieu de le faire sur euh, une première colonne les quantités, deuxième colonne les montants, troisième colonne les quantités fois montant, donc c'est-à-dire la somme par ligne, et après la somme de toutes les lignes. Voilà, la somme prod ça fait ça, il vous suffit de sélectionner la plage des quantités et des montants. Voilà, donc ça c'est les plus utilisés. Une petite parenthèse avant de continuer, donc l'utilisation du dollar. Le dollar, dans les formules, permet de figer une ligne ou une cellule, et après vous pouvez recopier votre formule, notamment avec le petit pointeur en croix comme ça, là, qui est noir quand vous allez en bas à droite de la cellule, et ça peut vous permettre d'étirer vos formules en ligne ou en colonne de manière intelligente, c'est-à-dire en faisant varier un paramètre, mais pas l'autre par exemple. Donc, j'ai mis juste un exemple de syntaxe pour mémoire. Quand vous faites égal à 1, par exemple, la première cellule en haut à gauche, si vous recopiez la formule, vous allez avoir ni la ligne est non figée et la colonne est non figée. Si vous voulez figer un des deux paramètres, la colonne c'est-à-dire les lettres, ligne c'est-à-dire les numéros, il suffit de mettre un dollar devant. Petite astuce, je ne l'ai pas mis là, mais quand vous appuyez sur la touche F4, vous avez vous tapez une formule et vous êtes sur la cellule. Si vous tapez F4, ça vous remplit cette case-là, et si vous retapez F4, après ça remplit les autres paramètres jusqu'à ce que vous ayez la bonne. Donc ça c'est une petite astuce pour les feignants entre guillemets, mais sinon vous pouvez aussi taper les dollars, ça marche très bien. Voilà, donc ligne non figée mais colonne figée, ligne figée, le dollar est avant, et là la colonne et la ligne sont figées. Donc très pratique.
Je vous invite à jouer un peu avec si vous ne connaissez pas ça, parce qu'effectivement, ça va vraiment vous rendre service pour vos formules. Maintenant, deuxième parenthèse très importante, le format des valeurs. Donc, effectivement, Excel, euh, on a l'impression des fois qu'il ne comprend pas ce qu'on lui demande. C'est tout simple, c'est parce lui, il utilise différents formats, et c'est un peu comme si vous lui parlez, par moment, vous lui parlez en français, alors que lui parle chinois, des fois vous lui parlez en chinois, alors que lui parle français, donc il ne sait pas où est-ce qu'il en est. Donc les différents formats, c'est ça là. Donc par standard, ça fait un petit peu ce que ça veut. Et après, vous avez les nombres, le monétaire, le comptabilité, date courte, date machin, pourcentage et texte. Souvent, là où il y a le plus d'erreurs, le plus de difficultés, c'est entre texte et nombre. Parce qu'on est en standard et des fois, il y a quelques trucs qui fonctionnent pas toujours très bien, on va y revenir. Donc les nombres, ça permet des calculs, d'accord? Donc admettons que ce soit la langue française, là vous pouvez faire des calculs. Mais par contre, si vous tapez, je sais pas moi, un numéro de commande qui s'appelle 0007778888999, et ben le problème c'est que les 3 zéros que vous avez mis au début, ils disparaissent. Pourquoi? Parce qu'il considère ce chiffre comme un nombre, parce qu'il a vu que c'était une suite de chiffres. Donc ça supprime les zéros avant, tout ce qui est avant. Et donc ça, c'est quand il considère ce qu'il y a dans la cellule comme un nombre. De la même manière, il y a des fois des calculs qu'on n'arrive pas à faire. Par exemple, on voit une cellule avec 3. Généralement, par défaut, la valeur est sur la gauche au lieu d'être sur la droite. Ça veut dire qu'il est en texte, en format texte. Et là, les calculs ne sont pas possibles. Parce que lui, il considère que c'est du texte. Donc il considère que c'est du chinois, donc il ne sait pas faire de calcul comme ça. Et après, vous avez les formats dates qui sont aussi très importants. Maintenant, on regardera ça un peu plus dans le détail, mais il y a des astuces pour basculer du format nombre au format texte très très simple. Concernant les formules sur les dates, alors je ne sais pas si vous voyez, je vais zoomer un petit peu. Voilà. Les formules sur les dates, il y a la fameuse formule aujourd'hui égale aujourd'hui entre parenthèses qui vous donne la date du jour à chaque fois. La formule année, donc là vous faites année et puis dedans, entre les parenthèses vous mettez une cellule où il y a une date et il va vous renvoyer la date. Par exemple, aujourd'hui on est le 5 décembre 2016. Si vous faites année de 5 décembre 2016, il va vous renvoyer 2016. Mois, c'est la même chose pour le mois, donc il va vous renvoyer le numéro, c'est-à-dire 12 pour le décembre. Et date val, ça c'est la formule inversée, c'est-à-dire que ça permet de recréer une date. Donc, admettons que vous vouliez faire des dates au premier du mois, de tous les mois, vous pouvez mettre 0,1, donc entre crochets, et puis après vous allez pouvoir le concaténer, on va le voir juste après, avec le mois que vous allez pouvoir mettre en variable, et par exemple l'année que vous allez remettre en fixe, par exemple 2016. Donc si vous avez une plage de cellules avec les mois, ben, vous allez pouvoir recréer des dates à partir d'une variable au milieu de date val. Voilà. Donc ça c'est l'intérêt de cette formule-là, et ça sera vraiment très très pratique pour le retravail dans les tableaux de bord pour faciliter, on va dire, la compilation de données sur un mois, de tout mettre par exemple au premier du mois, ça c'est très très pratique. Et ça permet d'éviter de se fatiguer avec des formules très fastidieuses. Donc, voilà pour les principales formules au niveau des dates. Au niveau des textes, ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, on a des fois besoin d'agglomérer certaines données. Donc, par exemple, la commande et le poste de commande. Donc, ou le nom et le prénom. Le truc, c'est que généralement, on a deux colonnes. Et il vaut mieux avoir deux colonnes plutôt que d'en avoir une seule et tout mettre dedans. Par contre, des fois, on a besoin d'avoir l'info dans une seule colonne. Et là, il y a, pour agglomérer les chaînes de caractères, on a deux formules possibles. Le concaténé, donc on peut utiliser avec la date val, je vous en parlais tout à l'heure. Et on peut aussi utiliser tout simplement le caractère et. D'accord. Donc après, c'est entre les chaînes de caractères, le texte, c'est, j'ai oublié de le mettre, c'est entre guillemets, d'accord. Et voilà, donc vous pouvez concaténer par exemple Vincent, tape, euh, avec un espace et Malavel, donc, et là vous allez avoir Vincent Malavel. Et pareil, donc ça c'est les formules pour concaténer. Au niveau des caractères, pour les chaînes de caractères, vous allez pouvoir faire plusieurs choses.
Alors là, c'est un peu compliqué à expliquer comme ça, mais en gros, vous allez pouvoir séparer des mots ou compter le nombre de lettres ou trouver certaines choses. Donc NBCar, ça vous donne le nombre de caractères qu'il y a dans un texte d'une cellule. Droite, ça permet de supprimer tout ce qui est, enfin, de prendre la droite d'une chaîne de caractères. Par exemple, si je mets 05 slash 12 slash 2016, si je mets droite de ce truc-là, c'est-à-dire la date, et 4 chiffres, ben, vous allez voir juste que 2016. Pareil, si je mets gauche 2, vous allez voir juste que 0,5 sur la même date. Et trou, ça vous permet de trouver une chaîne de caractères dans une autre cellule. Donc ça vous permet de faire des recherches de mots-clés dans du texte. Et alors STXT, c'est une espèce de combinaison de gauche-droite qui peut être aussi utile pour récupérer certaines informations en un seul coup plutôt qu'en une combinaison de formules gauche-droite. Voilà pour les caractères. Autre chose très intéressante, c'est la formule lien hypertexte. Ça va vous permettre tout simplement de lier dans Excel d'autres fichiers ou d'autres ressources que vous allez pouvoir atteindre simplement en cliquant dessus. Donc le lien hypertexte, donc vous allez pouvoir mettre par exemple le chemin et le nom du fichier avec des fonctions de concaténer par exemple, et puis un petit nom sympa pour cliquer dessus, et ça va vous permettre d'ouvrir d'autres fichiers. Donc ça c'est assez pratique. Et on en vient au petit nota sur les textes et les chiffres. Donc si vous voulez retransformer du texte qui est un chiffre mais qui n'est pas vraiment du texte, vous savez le fameux problème français-chinois là qui ne se comprend pas, l'astuce c'est quoi? C'est de prendre une cellule, de mettre un 1 dedans, de copier le chiffre 1, de faire un collage spécial sur la zone de texte que vous voulez modifier, et vous faites multiplication, collage spécial, multiplication, c'est très important, c'est ici. Et à ce moment-là, le texte est transformé au format nombre automatiquement, et donc du coup, vous allez pouvoir refaire des calculs, donc les calculs vont redevenir possibles. Donc c'est ce qu'on voyait là tout à l'heure. De la même manière, si vous voulez transformer des chiffres en texte, vous savez, si les zéros se disparaissent, il suffit de mettre simplement un caractère guillemets, donc c'est le sens de celui-là, là. Pas guillemets, apostrophe, pardon, celui-là, devant le texte, et là ça revient en texte. Voilà pour les fonctions de texte. Donc ça c'est surtout bon à savoir pour débugger un petit peu des choses qui ne fonctionnent pas et qu'on ne comprend pas. Maintenant les fonctions conditionnelles. Alors les fonctions conditionnelles simples, c'est le si, le et le ou. Si, donc l'idée c'est si vous avez une condition, alors vous faites un résultat, sinon vous faites autre chose. Donc vous renvoyez une autre valeur. Par exemple, je sais pas moi, si, par exemple, on peut imaginer, si on est au mois de décembre, alors c'est la période de Noël, sinon c'est pas la période de Noël. Donc on pourrait avoir ce genre de choses-là. Après, vous pouvez combiner ça, c'est-à-dire si vous êtes en décembre et que vous êtes le jour le 25, par exemple, là vous allez pouvoir dire là aujourd'hui c'est Noël. Et ou vous pouvez faire la même chose mais plutôt avec des conditions ou. Donc par exemple, je sais pas moi, si c'est le 25 ou enfin le 24 ou le 31, à ce moment-là c'est soirée réveillon, voilà par exemple. Ils sont nuls mes exemples mais c'est pas grave. Voilà, donc ça c'est des fonctions très intéressantes aussi pour vos tableaux de bord. Maintenant, les calculs conditionnels, donc ça c'est là où on va aller un peu plus loin, et pour ceux qui ne sont pas très fans des tableaux croisés dynamiques ou qui ne sont pas à l'aise avec ça, ça va résoudre un bon nombre de problèmes pour vous, puisque vous allez pouvoir tout faire sans utiliser de tableau croisé dynamique avec ces formules-là. Quasiment tout faire. Alors, plusieurs types de calculs. Je vais rezoomer encore une fois. Donc, concernant les nombres, vous avez le nombre si, d'accord, le nombre science et le nombre vide. Nombre vide, je commence par celui-là, c'est tout simple, vous avez une plage de cellules et vous voulez compter le nombre de cellules vides. Donc ça c'est assez simple. Après, nombre si. Donc là, ça permet de calculer le nombre de valeurs d'une plage selon un critère. Et le nombre si ans, c'est la même chose, sauf que vous pouvez sélectionner plusieurs critères.
Donc ça peut être intéressant pour faire des choses un peu plus poussées. Voilà, donc là je vous renvoie à l'aide de ces fonctions-là pour voir les exemples. Vous tapez dans F1 dans la formule de calcul et vous allez voir un petit peu comment c'est, mais vous avez déjà la syntaxe. Donc ça, une fois que vous avez ces syntaxes-là, ça peut vraiment... après, il n'y a plus grand-chose à faire pour comprendre comment ça marche. Donc on a la même chose sur les nombres. Donc les nombres, c'est... les sommes, pardon. Les sommes, c'est somme-si. Donc vous avez la même chose, vous pouvez faire la somme d'une plage de cellules selon certains critères d'une autre plage de cellules. Par exemple, je sais pas moi, la somme des chiffres d'affaires du mois de décembre. Si vous sélectionnez, si vous avez une colonne avec le mois, ben, vous allez pouvoir faire la somme du chiffre d'affaires qui sont sur le mois de décembre. Voilà. Et après, vous pouvez faire la même chose sur plusieurs critères. Donc vous pouvez faire par exemple la somme du chiffre d'affaires du mois de décembre sur la région Midi-Pyrénées, par exemple. Voilà, donc ça c'est très très utile. Vous avez la même chose sur les moyennes. Bon, je vais pas m'étendre, c'est exactement le même principe. Et après, vous avez un outil vraiment très puissant, qui est très peu utilisé finalement, enfin peu connu, c'est la partie sous-totale. Donc là, il vous faudra probablement aller encore une fois dans l'aide pour comprendre concrètement toutes les possibilités. Je vous les ai affichées là. En fait, vous pouvez faire la même chose que donc le nombre. Vous pouvez faire des max, des machins, des produits, des écarts types, des sommes, des moyennes, et vous avez tout un tas d'autres options euh, plutôt statistiques. Et vous pouvez aussi donc sélectionner alors, dans la fonction, vous avez une option ici que vous pouvez sélectionner pour sélectionner ces types de fonctions. Et après, vous avez deux chiffres en fait. Il y en a une, ça prend les cellules vides et l'autre, ça ne les prend pas. Je crois que c'est une histoire comme ça. Il faut regarder dans l'aide. Alors, ce sous-total est très très pratique pour une chose, c'est quand vous avez des filtres. Si vous avez des filtres, moi ce que je vous recommande, c'est d'utiliser les sous-totaux au-dessus des filtres, parce que ça évite de se casser les pieds à aller en bas du tableau. Donc au-dessus des filtres, vous pouvez faire des sous-totaux, et ça marche avec les filtres. Donc c'est-à-dire que vous faites une somme de quelque chose, et puis dès que vous allez filtrer, votre sous-total va bouger en fonction de vos filtres. Donc ça peut être très pratique pour avoir une analyse un peu plus dynamique, et vous pouvez même imaginer lier des graphiques avec ça, c'est-à-dire avoir la possibilité de mettre des filtres pour des utilisateurs qui permettent de remettre à jour les graphiques en fonction de la sélection, ce qui est quand même assez puissant sans tableau croisé dynamique. Donc c'est un peu l'ancêtre du tableau croisé dynamique, hein, si vous voulez. Voilà, après, au niveau des erreurs, alors là, il y a deux formules très utiles. Moi, la plus utile enfin, celle que je trouve la plus utile, c'est la si-erreur, parce qu'elle regroupe toutes les autres. Mais vous avez aussi une qui est assez connue, c'est Ethena. Donc Ethena, c'est quand vous avez une formule qui plante et qui met dièse n/a. C'est-à-dire que c'est non applicable. Typiquement, les recherches V qui ne retrouvent pas les valeurs. Mais si et erreur, ça combine ben, le Ethena, en fait. Mais ça vous permet aussi de mettre directement la valeur que vous voulez mettre si votre formule plante. Bon, par exemple, ça peut être 0, ou ça peut être entre guillemets, mais du coup ça permet surtout, si vous avez des calculs ultérieurs, de ne pas faire planter les calculs ultérieurs parce que vous avez un NA dans la première formule. Donc très important, le si-erreur, ça permet d'avoir des tableaux qui fonctionnent en cas d'erreur. Voilà, donc ça c'est important. Donc on a vu les calculs conditionnels, il y en a un petit peu, mais finalement c'est quand même relativement simple, il n'y en a pas non plus 10 000, et rien qu'avec ça vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses. Voilà pour ça. Alors maintenant, donc quelques astuces de présentation. Au niveau de la mise en forme, utiliser des filtres. Au niveau de la police de caractères, les symboles. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent comment il faut faire. Donc au niveau de la police, vous avez des polices de caractères comme dans Word, Excel, etc. Généralement dans Excel on ne s'amuse pas trop avec les polices de caractères, mais peu importe. Cette astuce-là, elle fonctionne aussi bien qu'on soit sur PowerPoint, sur Word ou Excel. Vous avez plusieurs polices de caractères. Là, je vous ai mis des caractères spéciaux. Enfin, spéciaux, les caractères normaux, JKL, 0, 1, 2, 3, 4. Et je vous ai ajouté deux polices supplémentaires, la Windings et la Line Status Symbol. Donc ça permet, si vous changez la police,
d'avoir cet affichage-là en termes de caractères. C'est-à-dire le J se transforme en un smiley qui sourit, le K en un smiley qui est à plat, et le L par une mauvaise tête. De la même manière, tout ce qui est line status symbol, les 0, 1, 2, 3, 4, ça permet d'avoir cette espèce de cercle qui est souvent utilisé dans les plans d'action pour donner le niveau d'avancement. Donc vous pouvez combiner certains statuts avec des formules de si, par exemple, si je suis à la, si j'ai résolu l'action à telle date avant la date objectif, j'ai un sourire, sinon j'ai quelqu'un qui fasse la gueule. Enfin voilà, vous pouvez combiner ça en mettant des caractères L, J ou K, mais en mettant le résultat de la formule dans une police qui est différente, et ça vous permet tout simplement d'avoir des choses qui sont un peu plus sympas visuellement. Hop. Après, vous avez des mises en forme conditionnelles, là je ne vais pas y m'étendre là-dessus. Vous pouvez rajouter des couleurs d'onglets, donc ça c'est peu connu, mais c'est quand même assez utile pour s'y retrouver, surtout si vous avez toujours un peu la même logique dans vos créations de fichiers. Et vous pouvez aussi copier la mise en forme d'une cellule, ça c'est maintenant ça commence à devenir un peu connu. Par contre, ce que les gens ne savent pas, c'est que ils cliquent une seule fois généralement et ça recopie pour une cellule, mais après il faut qu'ils refassent pareil. Si vous double-cliquez, pardon, ben, ça le fait autant de fois que vous en avez besoin. Donc ça c'est quand même une petite astuce sympa au quotidien. Donc ça c'est pour la mise en forme, assez rapidement. Au niveau de l'affichage, vous avez l'affichage des volets. Et ce que je vous recommande donc, dans l'utilisation un peu avancée, c'est d'utiliser plutôt les fonctions groupées et dissociées d'Excel plutôt que de masquer des colonnes. Pourquoi? Parce que ça vous permet de voir, que ce soit en colonne ou en ligne, que vous avez quelque chose qui a été plié ou déplié. Et donc ça vous permet de savoir que c'est là. Parce que quand c'est masqué, vous ne le voyez pas et c'est quand même un petit peu problématique. Donc, et en plus, ça a un autre avantage, mais j'y reviendrai un peu plus tard dans la formation. Voilà, et après vous avez aussi la possibilité sur un même fichier, ce qui est peu connu, par exemple sur deux onglets différents, d'ouvrir deux fenêtres sur le même écran. C'est-à-dire, vous pouvez utiliser deux vues simultanées du fichier, notamment si vous avez des onglets que vous voulez comparer. C'est quand même beaucoup plus pratique de faire comme ça que de basculer d'un à l'autre en permanence. Donc voilà, c'est une nouvelle fenêtre et réorganiser tout. Et côté mise en page, bon, là, généralement, les gens savent. Le seul truc, c'est de définir la zone d'impression. Si vous avez des choses un peu longues, et vous pouvez aussi répéter des titres, des lignes du début de votre tableau, de manière à avoir une impression qui est sympa. Donc voilà en termes d'astuces de présentation. Alors je dézoome un peu, parce que je sais qu'on a beaucoup parlé. Voilà, donc là on a vu pas mal de choses en termes de basique. Mais maintenant, on va attaquer un peu plus, un peu plus fort. Alors, voilà. Donc, les pratiques agiles avec Excel. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, dans 97% des fichiers Excel, il n'y a jamais aucun onglet mise à jour au mode d'emploi. Pourtant, c'est hyper important. Si vous y revenez pas très souvent, si vous devez avoir besoin, enfin, si c'est quelque chose où vous devez revenir, c'est quand même hyper intéressant d'avoir ça, ne serait-ce que pour se souvenir de comment faire et de ne pas perdre de temps à chaque fois à se reposer des questions, et aussi, on le verra, pour faciliter la délégation de l'utilisation de ce fichier-là, parce qu'effectivement, tant qu'il n'y a que vous qui savez faire, eh ben, vous êtes obligé de vous taper la mise à jour en permanence. Après, autre chose, souvent le problème des fichiers Excel et des formules qui plantent est lié à la propreté des données. Et la propreté des données est liée au fait qu'on n'a pas verrouillé suffisamment les données en entrée. Donc, vous pouvez utiliser la fonction validation de données qui vous permet d'autoriser des listes de valeurs. Et ça, c'est très pratique pour, plutôt que d'essayer de débugger en aval les problèmes que vous avez en termes de résultats, de les anticiper en amont et de faire en sorte que vous n'ayez plus de problèmes de qualité de données, on va dire. De la même manière, il y a une petite fonction qui permet de supprimer les doublons, ça peut être intéressant pour certaines choses.
Et puis là, quelque chose d'important, c'est les règles. Donc il n'y en a pas beaucoup, mais ça c'est l'expérience qui m'a démontré qu'il y a quelques règles qui peuvent être vraiment utiles dans les tableaux et qui sont presque toujours, quand elles ne sont pas appliquées, source de problèmes sur les fichiers de mes collègues. Pardon. Donc commencez vos tableaux en colonne 1, ligne 1. C'est vraiment basique comme conseil, mais que ce soit au niveau des fils, que ce soit au niveau de plein de choses, d'après, c'est beaucoup plus simple d'avoir toujours des colonnes qui sont nommées et remplies et qui sont sur la première ligne. Voilà, donc ça facilite la sélection et la pérennité de vos formules de calcul, notamment pour vos sommes, vos fichiers de croisée dynamique et les recherches V. Ça permet, voilà, c'est vraiment important. La seule exception, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est si vous utilisez au-dessus des calculs avec la formule sous-toto et que vous ajoutez des filtres, voire éventuellement des graphiques sur les données des sous-toto. Donc ça, c'est la seule exception à cette règle-là, mais c'est vraiment primordial. Et deuxième règle, c'est ne pas fusionner les cellules. Fusionner les cellules, à chaque fois, c'est un nid à embêtement. Donc évitez, surtout si vous avez des données en ligne, il vaut mieux répéter la donnée de ligne sur toutes les cellules qui ont besoin d'être répétées pour vos formules plutôt que de vouloir fusionner, vraiment. Donc, et vous pouvez éventuellement jouer sur la mise en forme de la cellule en enlevant la bordure. Il y a une astuce qui consiste aussi, par exemple, à mettre en caractère blanc les, ou en gris un peu plus clair les doublons en fait de vos données de manière à ce que visuellement vous identifiez bien les gros pavés. Mais si vous avez des calculs derrière, la fusion des cellules, ça fait n'importe quoi. Vous ne pouvez pas recopier les formules correctement, donc c'est à éviter absolument. Après, dans les petites astuces, vous pouvez enregistrer les fichiers Excel en format modèle, notamment si vous devez partager un fichier, vous avez peur qu'on vous le bousille un peu. Ça peut être un bon moyen. Vous avez un modèle, vous l'enregistrez au format modèle, et les gens, quand ils double-cliquent dessus, ça ouvre un nouveau classeur, et ils ne peuvent pas enregistrer sur votre modèle. Gros avantage de ça, c'est qu'à chaque fois, eux, ils peuvent faire les modifs qu'ils veulent, mais vous, ça ne vous change pas votre fichier original. Voilà, donc ça c'est important. Et après, vous pouvez aussi verrouiller d'une autre manière en utilisant enregistrer sous outils et vous avez un petit onglet options générales. Dans options générales, vous allez pouvoir définir un mot de passe pour la lecture ou pour la modification de vos fichiers. Voilà, donc ça ça peut être utile. Et ensuite, vous avez une autre formule que je ne savais pas classer, c'est la formule aléa, c'est pour renvoyer un nombre aléatoire entre 0 et 1 et permettre de faire des statistiques plus ou moins, des simulations de statistiques avec cette formule-là. Voilà pour l'essentiel des formules basiques et des règles d'application. Maintenant, en termes de fonctions avancées, vous avez, alors là, on va pas faire une formule, on va pas faire une formation là-dessus, mais c'est intéressant de savoir que ça existe. Vous avez dans Excel un éditeur de code qui s'appelle en VBA, donc Visual Basic. Et pour ça, il faut aller dans les options d'Excel, activer la barre outil développeur. Voilà, donc là je vous ai mis une petite impression d'écran. Voilà, donc c'est dans personnalisation de ruban. Donc ça c'est Excel 2010, je crois. Et vous pouvez afficher la barre de développeur. Et après, vous pouvez créer des macros. D'accord? Donc vous pouvez enregistrer en mode apprentissage une macro, c'est-à-dire une série de choses que l'ordinateur enregistre pour vous. Et puis après, que vous allez pouvoir rejouer en relançant soit la macro, soit en liant un bouton à cette macro et en cliquant dessus. Après, vous pouvez, voilà, donc après il y a les modules, et puis vous pouvez même créer des interfaces comme ça, mais c'est un peu plus compliqué. Vous pouvez insérer des boutons et lier votre macro, donc voilà, vous faites une macro, vous l'enregistrez. Vous pouvez insérer un bouton, donc insérer un bouton ici, je vous ai fait l'impression d'écran, et affecter la macro à ce bouton-là. Et à partir de là, vous allez avoir presque un mini bout de logiciel que vous avez fait par vous-même. Côté des VBA, Alt F11, donc la combinaison, ça permet d'ouvrir
le Visual Basic Editor, c'est-à-dire l'interface au programme. Et pour ceux qui débuguent, qui ne savent pas forcément toujours, qui s'embêtent un peu, vous pouvez mettre des points d'arrêt, donc c'est les petits points rouges qui se mettent là quand vous allez dans la colonne à gauche, et vous pouvez passer votre programme avec la touche F8 ou F5. F5 ça va d'un point d'arrêt à un autre point d'arrêt, et F8 ça met en mode pas à pas, donc ça vous permet de regarder comment les variables bougent, et, puis de débugger et comprendre ce qui ne marche pas dans votre programme. Et contrôle pause, c'est quand vous avez une macro qui tourne dans le vide et qui ne finit jamais. À un moment donné, si soit vous supprimez le fichier Excel, etc., soit vous arrêtez la macro. Et pour ça, il faut connaître la combinaison de touches qui s'appelle contrôle pause. Voilà, donc ça c'était au niveau du VBA. Après, il y a un autre outil qui s'appelle le solver, qui permet de faire quelque chose d'un peu particulier dans Excel, c'est-à-dire qu'il résout des problèmes. Alors il résout des problèmes à partir d'un certain nombre de contraintes et de combinaisons de contraintes. Donc l'idée généralement dans Excel, c'est qu'on prend des données et on fait des calculs dessus. Ben là, on va dire qu'on veut un résultat et qu'on va lui demander quelles sont les données qui vont bien pour faire ce résultat. Donc c'est un calcul à l'envers et souvent c'est pratique pour des choses qui sont un peu compliquées. Voilà, donc ça, le solver, c'est une fonction assez avancée d'Excel. Bon, là, il faudrait beaucoup de temps pour expliquer comment ça marche, mais c'est bien de savoir que ça existe. Après, on peut aller chercher un peu plus loin. Voilà au niveau des fonctions avancées. Alors, ce que j'appelle les va chercher, donc très 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 utile pour enrichir des données, et notamment pour construire des tableaux de bord efficaces, comme on va le voir dans la suite de la formation. Les va chercher, c'est quoi? Vous avez les lire tableaux croisés dynamiques, on va y revenir, ça permet de récupérer des données d'un tableau croisé dynamique et puis après éventuellement de changer les paramètres de cette récupération-là pour avoir des formules de calcul qui sont assez puissantes. Plus simplement, vous avez la recherche V qui permet de récupérer des données d'un autre onglet, par exemple. Si j'ai un numéro de matricule, eh ben, mon numéro de matricule est sur, je sais pas, sur la paye, par exemple, sur l'onglet paye. Et puis on veut ramener mon nom et mon prénom qui sont sur l'onglet matricule nom prénom, et donc on peut faire ramener le nom et le prénom à partir du numéro de matricule. Donc ça sert à enrichir des données. La recherche V, donc c'est recherche V la clé dans la plage de cellules, et on ramène le numéro de la colonne souhaitée. Voilà, et je vous conseille toujours de mettre faux parce que sinon il vous fait des approximations quand il ramène des données, donc c'est vraiment pas souhaitable. De la même manière, donc ça c'est pour une liste plutôt verticale. Si vous avez une liste qui est à la fois verticale et à la fois horizontale, par exemple une liste de prix avec les prix par année, 2000, je sais pas, 16, 17, 18, 19, vous allez pouvoir faire la même comme une recherche V, c'est-à-dire par rapport à un article, ramener le prix de l'année, sauf que vous allez pouvoir aussi en mettre en paramètre l'année. Donc ça c'est très pratique. Il faut combiner la formule index et equiv avec un petit peu, donc là c'est pareil, il vaut mieux regarder un tuto sur YouTube ou un bon tuto sur un blog là-dessus parce que c'est pas évident à mettre en œuvre. Par contre c'est très puissant et c'est quand même assez pratique, et de la même manière vous allez devoir ici comme ici généralement jouer, enfin surtout sur la deuxième, jouer avec les dollars pour étirer vos formules de manière assez astucieuse. Et donc là, effectivement, il vous faudra un peu la tête reposée pour ça. Indirect, fonction très utile qui permet de mettre en paramètre, par exemple, le nom d'un onglet. Donc si vous avez, je sais pas moi, un fichier Excel avec 52 semaines et que vous avez numéroté vos semaines et que vous voulez ramener des infos en fonction de l'onglet, ben, vous allez pouvoir mettre en paramètre le nom de l'onglet, et ça c'est la formule indirect. Voilà, donc ça, toutes ces formules-là, c'est pour aller chercher des données ailleurs et les ramener dans un endroit, donc c'est-à-dire pour enrichir des données. Voilà pour les va chercher. Donc on a presque terminé. Maintenant, donc les tableaux croisés dynamiques. Donc là, il suffit de sélectionner une plage de données. Donc là, je l'ai mis volontairement. On fait une sélection sur les colonnes, d'où la règle de tout mettre en première ligne, les intitulés des colonnes, et de ne pas mettre d'intitulé vide. Pourquoi? Parce que quand vous sélectionnez sur les colonnes, si vous réenrichissez votre source de données,
vous n'avez pas à resélectionner votre plage de cellules. Parce que très souvent, le piège, c'est qu'on sélectionne la plage de cellules, on rajoute des données, mais par contre, le tableau croisé dynamique, il est resté là-dessus et il n'a pas pris les nouvelles cellules. Donc, le problème, c'est ça. Donc, si on veut éviter ça, il faut construire son tableau croisé dynamique de manière à ce qu'il soit pensé dynamiquement. C'est-à-dire, si vous prenez toutes les colonnes, comme elles vont jusqu'en bas, que vous ayez enlevé ou rajouté des données, votre tableau croisé dynamique sera toujours sur la bonne source de données, c'est-à-dire toutes les données. Donc ça, c'est vraiment primordial. Après, vous pouvez, en termes de présentation du tableau croisé dynamique, faire plusieurs choses. Donc vous avez un filtre et vous pouvez utiliser l'option segment qui est assez récente et qui est très puissante aussi et qui permet de se balader plus facilement dans votre tableau croisé dynamique. En ligne, vous pouvez ajouter aussi des tris. Ça, c'est très important. Pour l'astuce, pour par exemple faire des Pareto, je l'ai noté là, c'est de trier par option de tri supplémentaire descendant de ZAA et par la somme des infos que vous voulez. Donc là, ça va vous faire un Pareto. Un Pareto, c'est quoi? C'est un classement de résultats du plus décroissant au plus, enfin du plus grand au plus petit. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de se dire que effectivement, par exemple, quand on fait une analyse, on veut bien, on s'intéresse souvent à regarder les 20% de choses qui font 80% du résultat. Et pour ça, le plus simple, c'est de les trier par ordre du plus grand au plus petit. C'est ce qu'on appelle un Pareto. Voilà, au niveau des colonnes, vous pouvez aussi mettre pas mal d'infos. Et ce qui est très intéressant sur les colonnes, et qui est peu connu, c'est que si vous avez en colonne des dates, vous pouvez faire un clic droit sur les dates et faire un grouper. Et vous allez pouvoir grouper par année et mois, par exemple, en sélectionnant les deux avec la touche contrôle. Et là, ça va vous permettre d'un seul coup, au lieu d'avoir une série avec, je sais pas moi, sur l'année 365 jours et 365 colonnes, vous allez retrouver tout simplement un tableau croisé dynamique avec 12 colonnes, comme vous auriez fait intuitivement, sauf que si vous l'avez fait à la main, sauf que là, il va se faire de manière dynamique, donc c'est quand même beaucoup plus puissant. Et il suffit quand même de connaître cette astuce de grouper par année et mois. Au niveau des valeurs, après vous avez tout un tas de calculs possibles, les sommes, les nombres, les moyennes, on retrouve ce qu'on avait vu avant, donc c'est la même logique. Et vous pouvez aussi, on peut le noter, utiliser l'option champ calculé, qui permet de faire des calculs directement dans le tableau croisé. C'est pas toujours évident à faire, mais ça peut être aussi assez intéressant. Donc, bon, moi, l'idéal, c'est de faire calculer ces champs calculés plutôt dans l'onglet des valeurs plutôt que dans le tableau croisé dynamique. C'est souvent plus simple à faire et plus intuitif. Et surtout, plus simple aussi à maintenir quand vous avez un truc qui doit bouger. Voilà au niveau des tableaux croisés dynamiques. Au niveau des graphiques. Au niveau des graphiques, vous avez tout un tas de graphiques. Des fois, c'est un peu impressionnant. On va montrer un petit peu comment choisir un graphique. Donc, je vous le disais dans l'introduction. Alors, il y a plusieurs types de graphiques. Mais ça, tac. Vous avez les histogrammes qui sont ici, d'accord? La plupart des histogrammes. Après, il y a des formes un peu, mais vous avez les courbes qui sont ici. Vous avez les barres de segmentation qui sont ici. Et puis après, vous avez les secteurs qui sont ici, là, c'est une espèce de camembert. Vous avez les radars qui sont voilà, à la fin, ici. Et vous avez les nuages de points qui sont par ici. Et puis après, vous pouvez créer même des modèles personnalisés. Puis après, il y a d'autres types qui sont moins, enfin, que moi j'utilise moins, donc je vais moins en parler. Au niveau des histogrammes, il y a trois types d'histogrammes, enfin trois fonctions essentielles. Donc là, il faut vous poser la question, qu'est-ce que vous voulez faire avec, qu'est-ce que vous voulez montrer avec vos graphiques, qu'est-ce que vous voulez identifier, qu'est-ce que vous voulez voir. Et donc, vous pouvez comparer des niveaux, notamment évolution dans le temps. Généralement, c'est pour ça qu'on les met de gauche à droite, comme une ligne dans le temps. Et pour ça, vous avez trois manières de faire ça. Vous avez la partie comparative, c'est-à-dire vous voulez comparer des niveaux. C'est souvent la première colonne là que vous pouvez voir. Donc à chaque fois, c'est des séries de 3. Hein. 3, 3, 3, 3. D'accord? Donc là, c'est pareil. Où est-ce que c'est? Ici, c'est 3, après 3. Donc à chaque fois, les séries de 3, c'est quoi? C'est la 2D et la 3D. Voilà, donc la forme, c'est la 2D et la 3D. Et après, on peut comparer des niveaux, où on peut comparer un cumul, c'est-à-dire vous avez une première valeur et une deuxième, vous voulez comparer la hauteur, soit vous voulez prendre la première et la seconde et les mettre les deux ensemble sur la même, d'accord? Soit vous voulez comparer ça en termes de pourcentage et voir l'évolution de votre pourcentage. Donc voilà, donc ça c'est les trois types de graphiques.
Donc il faut jouer un peu avec pour voir ce que ça donne, mais à chaque fois, sur ces trois types de données, c'est à chaque fois la même logique. C'est-à-dire, vous avez un format 2D, 3D, et vous avez à chaque fois, soit vous voulez comparer des niveaux comme ça, soit vous voulez comparer des niveaux en les augmentant, en les cumulant, soit vous voulez comparer le pourcentage. Voilà au niveau des graphes. Au niveau des secteurs, ben, c'est pour donner des répartitions. Donc par exemple, je sais pas moi, la répartition d'un chiffre d'affaires, mais ça donne une vision à instant T, c'est pas une évolution dans le temps. Euh, les radars, donc les radars, ça peut être très pratique pour comparer des profils. Alors admettons que, euh, alors il va être bête mon exemple, mais bah, il y a des gens qui ont plus un profil littéraire qu'un profil mathématique. Et donc imaginons qu'on fasse un radar avec les notes des élèves par, euh, par matière, on va se rendre compte que le profil des gens qui sont plus littéraires auront plus de bonnes notes en français, en philo, en je sais pas quoi, et ceux qui sont en maths plutôt auront un meilleur profil, plutôt orienté sur la physique, la chimie, les maths, voilà, les sciences, voilà. Donc l'idée c'est ça peut être intéressant de comparer voilà, des profils, ça c'est vraiment intéressant pour ça. Après la partie nuage de points, alors c'est plus, on peut faire pas mal de choses avec. On peut aller jusqu'à faire des matrices de décision, donc j'en parle là, avec un côté impact, un côté occurrence, et voir tout ce qui est impact fort et beaucoup d'occurrences, c'est très important, et ce qui n'a pas d'impact et qui arrive peu souvent, ça n'a pas. Donc on peut faire ce genre de matrice. On peut aussi imaginer ce genre de matrice, la fameuse matrice force, opportunité, faiblesse, menace. On peut aussi utiliser ça comme ça. Voilà, pour essayer de coter un peu certains risques, etc. Bon, et après, ce qui est intéressant aussi dans les nuages de points, c'est tout ce qui est... euh, alors, je vais revenir avant. Matrice gain, facilité d'exécution. Vous pouvez avoir la même chose avec les gains et la facilité d'exécution. C'est tout ce que vous allez avoir beaucoup de gains avec très facile à faire, vous allez les mettre en premier. Beaucoup de gains avec un peu moins facile. Enfin voilà, c'est un peu l'idée. Et tout ce qui est corrélation, c'est-à-dire que vous allez voir mettre vouloir identifier s'il y a une corrélation forte entre deux facteurs, c'est-à-dire donc, entre une cause et un effet. Donc l'effet sera dans l'ordonnée et la cause sera euh, en, en abscisse, donc en X, c'est en bas. Et donc l'idée c'est que vous allez essayer de voir si plus vous avez de votre facteur X, est-ce que votre résultat est proportionnel à ça. Et auquel cas, vous allez vous dire, ben, effectivement, ça a l'air assez corrélé, donc il y a une relation de cause à effet là-dessus. Bon. Et après, vous avez aussi le modèle, vous pouvez créer des modèles personnalisés, j'en parlais, notamment la partie Pareto qui peut être très intéressant. Et donc là, généralement, vous pouvez combiner deux choses. Vous allez pouvoir combiner à la fois la partie histogramme et la partie courbe. Donc, et vous allez pouvoir utiliser deux axes, c'est-à-dire que vous avez votre axe comme ça, et vous allez pouvoir utiliser une première ordonnée euh, pour l'histogramme et un deuxième pour les courbes. Donc ça, c'est euh, dans les axes, vous allez pouvoir cliquer sur axe primaire ou axe secondaire, et voilà. Donc ça, c'est assez intéressant à savoir. Et pour tout ce qui est graphique dynamique, c'est exactement la même chose. Il y a un peu moins d'options par contre. Et on peut, par contre, la puissance de ce truc-là, c'est d'utiliser les filtres et éventuellement d'utiliser l'option des segments qui vous permet de naviguer quand même beaucoup plus rapidement encore que les filtres, qui est un filtre amélioré. Donc ça peut être intéressant pour ça. Voilà, donc j'ai fait un gros tour d'horizon sur les fonctions Excel. Et on va terminer par quelques raccourcis clavier qui sont... Certains, vous les connaissez forcément, et puis après, il y en a d'autres qui vont peut-être vous rendre service. Hop, voilà. Côté sélection, si vous faites la touche CTRL plus A, donc le plus c'est pas à faire, hein, c'est juste le CTRL A. À ce moment-là, vous allez sélectionner tout. CTRL plus étoile, vous allez sélectionner le tableau sur lequel vous êtes, donc le tableau entier. CTRL flèche, ça vous permet d'aller à la prochaine cellule vide ou pleine. Donc vous pouvez aller au bout d'une colonne, au bout d'un tableau comme ça, si toutes les lignes sont remplies, ou tout à droite d'un tableau ou tout à gauche. Vous pouvez, mage flèche, ça permet de faire une sélection
vous êtes sur une cellule, vous appuyez sur Maj, vous faites la flèche de droite, vous allez être sur la deuxième cellule et vous allez avoir sélectionné les deux cellules. Et après, vous pouvez combiner les deux premiers. Donc d'ailleurs, j'aurais dû le mettre comme ça, ce truc-là. Je vais le changer de suite. Vous pouvez combiner les deux et faire un contrôle Maj flèche. C'est-à-dire que vous pouvez être sur la première cellule de votre tableau, faire Maj, flèche, donc vous allez aller jusqu'au bout tout en sélectionnant tout, et après vous allez pouvoir éventuellement aller aussi en bas, et vous allez avoir fait l'équivalent d'un contrôle étoile, et vous allez pouvoir sélectionner comme ça des différentes zones de votre tableau. Donc ça c'est quand même assez pratique. Bon, les fameux couper, copier, coller, bon ça je ne m'étends pas là-dessus. Alors insérer, supprimer, ça c'est intéressant. Si vous voulez insérer une colonne ou une ligne, il vous suffit de faire CTRL plus ou CTRL moins. Ça peut être très pratique plutôt que de devoir faire des clics droits, supprimer les lignes, etc. Surtout si vous en avez beaucoup. Donc ça c'est beaucoup plus pratique. Et vous pouvez le cumuler à la sélection avec Maj. Au niveau de l'édition, deux choses importantes aussi, le CTRL H et le CTRL F, rechercher une valeur et remplacer une valeur. Typiquement, dans les remplacer une valeur, vous pouvez par exemple extraire des données d'un environnement quelconque et les données sont en format texte parce que Excel, lui, vous avez par exemple des données avec des virgules, avec des montants et vous n'arrivez pas à les additionner parce que Excel ne reconnaît pas que c'est des montants. Il va vous falloir passer la virgule en un point ou inversement, ça dépend comment vous avez configuré votre Excel, mais lui, il en comprend qu'un des deux. Donc, s'il a besoin d'une virgule pour pouvoir faire les calculs et que vous avez des points, ça va pas marcher. Donc ce qu'il vous suffit de faire, c'est sélectionner votre colonne, faire CTRL H, donc c'est-à-dire remplacer. Vous allez faire virgule, remplacer virgule par point ou point par virgule, ça dépend de l'ordre du sens que vous voulez. Vous faites remplacer tout et à ce moment-là, tous vos calculs vont devenir possibles puisque les formats texte auront été remplacés par des formats nombres. Donc on y revient encore. Voilà pour l'édition. F4, petite astuce de feignant encore une fois, c'est que ça reproduit la dernière opération que vous avez fait. Donc si c'est une mise en forme, c'est une mise en forme. Si c'est insérer une colonne, c'est insérer une colonne. Si c'est, je sais pas moi, faire une somme, ça va faire une somme, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment intéressant si vous voulez refaire certaines opérations plusieurs fois d'affilée. Vous la faites une fois et après, vous sélectionnez votre cellule et vous refaites F4 et ça va vous refaire pareil. Et puis après, bon, sauver, c'est CTRL S, parce que dès que vous avez fait des modifs, c'est quand même intéressant de sauvegarder. Voilà. Donc on a fait un tour d'horizon de toutes les fonctions Excel quasiment, qui vont vous être utiles pour à la fois les tableaux de bord, mais pour tous les autres fichiers. Quand on regarde bien, il n'y en a pas tant que ça. Là, c'était un peu long, mais globalement, si on revient, il y a... Alors, attendez, hop. Donc, encore une fois, il y aura un mémo téléchargeable avec la formation dans l'espace membre. Puis, je pense qu'il y en aura aussi une copie là, sur cette page-là, là, qui est ici. Donc, on a vu les basiques, on a vu les classiques, les sommes, les moyennes, on a vu l'utilisation de dollars, on a vu le problème des formats de valeurs, alors, notamment que ce soit date, on n'en a pas trop parlé, mais après texte et nombre. On a vu les astuces pour travailler du texte, tout ce qui est conditionnel, calcul conditionnel, donc les sommes ci, les nombres aussi, très important, les sous-totaux, bon, quelques astuces de présentation, quelques trucs divers, les règles, très important, ligne 1, colonne 1, pour faire commencer vos tableaux, d'accord, et puis éviter de fusionner les cellules, c'est pas grand chose. Fonction avancée, bon, ça on peut aller plus loin après. Tout ce qu'il va chercher, c'est enrichir les données, donc avec les recherches V, les index équives, les lire tableau croisé dynamique, et puis, je ne me souviens plus le dernier, c'était quoi, les indirects, tout ce qui est tableau croisé dynamique, les graphiques, comment on les choisit, c'est la même chose pour le tableau croisé dynamique et quelques raccourcis clavier. Voilà, donc on a fait un tour d'horizon quand même assez complet sur Excel. Avec ça, normalement, vous pouvez faire à 99% des choses sur Excel sans aucun problème. Donc maintenant, après, sur chacun des items, encore une fois, je vous invite, le but, c'était pas de faire un tuto, mais c'est de vous faire une présentation générale et de savoir que ça existe.
de vous fournir ça, de faire en sorte que vous ayez un mémo que vous puissiez imprimer et quand vous en avez besoin, vous le prenez, vous regardez quelle fonction vous avez besoin, vous utilisez la fonction. Vous ne passez pas des heures à chercher sur Google ou sur autre chose, comment on fait, à demander à des collègues, un machin, un truc, à essayer de trouver des trucs compliqués alors que c'est hyper simple. Vous avez tout qui est là. Voilà. Voilà. Donc, moi, je vous retrouve dans la suite de la formation. Il y a tout dans la description de la vidéo. Donc, il y a le lien ici pour ceux qui veulent aller plus loin, que ce soit sur le tableau de bord ou récupérer le mémo de ce truc-là. Donc, il y aura peut-être même plusieurs mémos, c'est-à-dire un mémo assez tendu, comme on a vu quand il est tout déplié, et puis juste l'essentiel. Voilà, donc moi je te dis à de suite, ou je vous dis à de suite, ça dépend. Donc voilà, je te dis à de suite dans la suite de la formation ou sur la page qui est dans la description de la vidéo. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à partager, pareil à tes collègues, etc. Et à cliquer sur le petit pouce ou je sais pas quoi qu'il y a en bas de la vidéo. Voilà, merci beaucoup, à de suite dans la suite de la formation.